La nourriture des esclaves en Amérique n'était pas une cuisine de plaisir, mais une cuisine de résistance. Chaque grain grillé, chaque feuille amère, chaque morceau d'os bouilli, incarnait la lutte quotidienne pour survivre dans un système qui leur refusait presque tout. Là, entre la faim et la nécessité, est née une créativité forcée qui transforma les rebuts en subsistance et le peu en assez pour tenir une journée de plus dans les champs. Aujourd'hui, tu vas découvrir les plats qui ont maintenu en vie des milliers d'êtres réduits en esclavage. Des mets modestes, nés de restes et d'herbes sauvages, qui non seulement ont rempli des ventres vides, mais ont aussi semé les racines de la cuisine du sud des États-Unis. Bienvenue sur Viento del Oeste. Respire profondément, installe-toi et prépare-toi pour un voyage dans le passé, où chaque plat est une histoire et chaque saveur, un héritage qui mérite d'être rappelé. Maïs grillé. Quand la faim serrait dans les champs et qu'il n'y avait ni feu ni marmite, la solution la plus pratique surgissait, le maïs sec grillé. Les esclaves le chauffaient jusqu'à ce que les grains dorent et éclatent de saveur. Facile à transporter, il calait l'estomac et se conservait des semaines sans s'abîmer. C'était, en quelque sorte, l'ancêtre de ce que l'on appellerait aujourd'hui un trail mix. Mais pas pour partir en randonnée, pour survivre. Une poignée de maïs grillé donnait l'énergie suffisante pour affronter des journées de labeur harassantes. Et bien souvent, c'était la seule chose qu'une personne mangeait de toute la journée. Aujourd'hui, on en retrouve l'écho dans le cattle corn des foires ou les corn nuts des stations-service. Mais dans les plantations, ce n'était pas une envie. C'était une question de vie ou de mort. Cet aliment de résistance n'a pas seulement maintenu en vie des milliers d'esclaves, il a planté la graine des traditions culinaires du sud des États-Unis. Pâtes italiennes à la sauce tomate et à la viande. S'il y avait un plat qui ne manquait jamais sur la table de Capone, c'était les pâtes à la sauce tomate et à la viande. Pas le dîner à queue de spaghettis qu'on imagine parfois aujourd'hui. Plutôt une sauce dense, mijotée des heures, pleine de bœuf et de porc, d'oignons et d'herbes, servie sur des pâtes fermes capables de la soutenir. Dans la petite Italie, ce plat était plus qu'un souper, une tradition dominicale. Les familles se retrouvaient après la messe, et Capone ne faisait pas exception. Il invitait souvent ses hommes à des montagnes de pâtes, leur rappelant que la loyauté signifiait ne jamais laisser quelqu'un sur sa faim. On dit qu'il exigeait même cette sauce lors de réunions privées, s'assurant qu'aucun accord ne se scellait sans un bon repas au milieu. Dans les années 20, une grande marmite de pâtes et de viande pour 10 personnes coûtait moins d'$1. Aujourd'hui, une seule assiette au restaurant peut revenir entre 18 et 20 $. Luxe de gangster d'hier, plat de maison d'aujourd'hui, ragoût de fan de navet. Quand la viande manquait, ce qui était presque toujours le cas, les familles réduites en esclavage se tournaient vers la terre. Les fans de navets, amers et souvent jetés, devinrent la base de ragoûts de résistance. On les faisait bouillir jusqu'à les attendrir, parfois avec un peu de sel, parfois avec un morceau de lard. Les bons jours. Ce n'était pas une cuisine de consolation, mais une cuisine d'endurance. Ces feuilles ne se contentaient pas de remplir l'estomac. Elles donnaient chaleur aux nuits d'hiver, de la force pour supporter le froid avec des vêtements élimés et des cabanes nues. Une marmite de feuilles qui bouillonne sur le feu, ce n'était pas seulement de la nourriture. C'était l'espoir servi à table. Avec le temps, cette saveur terreuse est devenue habitude, puis tradition. Aujourd'hui, dans n'importe quelle cuisine du Sud, on voit encore des marmites de collard greens, de moutarde ou de fans de navets, assaisonnées et servies avec du pain de maïs. Ce qui a commencé comme survie est devenu identité.
Ragoût de Niébès, Caupi. Bien avant que les haricots à œil noir ne s'invitent au repas du Nouvel An, ils étaient déjà un aliment de survie dans les plantations. Les Africains réduits en esclavage ont apporté avec eux la connaissance du caupi, une légumineuse robuste qui poussait bien dans la chaleur du sud et les sols pauvres. Bon marché, rassasiante, riche en protéines. Une bouée de sauvetage quand la viande n'était plus qu'un souvenir. Le ragoût était simple. Faire bouillir les haricots jusqu'à tendreté, ajouter un peu de sel et, avec chance, un morceau de lard ou de couen. Parfois des herbes sauvages ou un oignon, mais la plupart du temps, seulement de l'eau et des légumineuses. Et voici le sous-texte puissant. Pour beaucoup, le caupi n'était pas qu'un aliment. C'était un lien avec l'Afrique. Là-bas, on le cuisinait depuis des générations en soupes et bouillies. Le manger, c'était s'accrocher à une identité que le système tentait d'effacer. Aujourd'hui, cet héritage vit encore quand on sert des haricots à œil noir avec du riz ou dans le fameux Hoppin' John. Ce qui fut nourriture de résistance est maintenant symbole de chance, de prospérité et de tradition sudiste. Fouille de pissenlit bouilli. Aujourd'hui, on voit le pissenlit comme une mauvaise herbe, quelque chose à arracher du jardin. Pour les familles réduites en esclavage, ces herbes étaient un cadeau de la terre. Elles poussaient seules, sans les semer, et remplissaient la marmite quand il ne restait rien d'autre. On les faisait bouillir pour les attendrir, même si l'amertume persistait. Avec un peu de vinaigre ou de graisse, les bons jours. Le plus souvent, seulement de l'eau et des feuilles. Le résultat, un bouillon léger, une bouchée fibreuse, juste assez pour calmer la faim. Et voici le surprenant. Les pissenlits étaient une médecine de survie, plein de fer, de vitamines et de vigueur. Même si les maîtres s'en moquaient, les esclaves savaient que ces plantes étaient plus qu'un simple remplissage. Ce savoir est resté. Dans le Sud, on en a mangé jusqu'au milieu du XXe siècle. Et aujourd'hui, ironie du sort, le pissenlit se vend comme super-aliment dans les boutiques bio et les restaurants haut de gamme. Ce qui fut jadis une nourriture de désespoir se paye désormais à prix d'or. Eau à la mélasse, la ration sucrée. Le sucre, c'était de l'argent dans les plantations, et les esclaves y goûtaient rarement. Parfois, ils recevaient une ration de mélasse, épaisse, sombre, collante. Ce n'était pas une friandise, mais c'était doux. Et cette douceur signifiait tout. La façon la plus simple de la faire durer, mêler une cuillerée dans un verre d'eau. Ainsi naissait l'eau à la mélasse, la boisson énergétique des pauvres. Des calories rapides, une pointe de douceur dans une vie où presque tout avait goût d'amer. Pour les enfants, c'était un luxe rare. Pour les adultes, un carburant pour tenir un jour de plus dans les champs. Parfois, on l'utilisait même en remède maison, mêlé à des herbes pour calmer la toux ou apaiser l'estomac. Curieusement, ce geste a survécu. Ce qui fut un simple acte de résistance est devenu la semence de desserts du Sud, de sauces barbecue et de douceurs au four qui marquent encore la cuisine sudiste. Reste de lard salé. La viande était un luxe qui n'arrivait presque jamais entre les mains des esclaves, sauf quand il s'agissait de ce que les maîtres ne voulaient pas. Ainsi venaient les restes de lard salé, parures de graisse, couen et morceaux rejetés. Les maîtres gardaient jambon, côtelettes, rôti. Le reste, on le jetait. Mais dans les cabanes, ces rebuts devenaient de l'or. À la poêle, ils rendaient une graisse qui assaisonnait haricots et légumes. Bouillis, ils devenaient des bouchées dures mais savoureuses dans un ragoût. Et quand il ne restait même plus de viande, seulement de la graisse, on la conservait goutte à goutte pour donner du goût aux bouillies ou aux verdures amères.
La vérité est rude. Le lard salé n'était pas un cadeau, c'était le moins cher, le moins désiré. Mais entre les mains des esclaves, il devint le cœur d'une cuisine de survie. Cette saveur salée et fumée hissait tout un repas, transformant des restes en festin. Aujourd'hui, cet héritage vit dans chaque marmite de verdure cuite avec un os de jambon, dans chaque chou sauté au lard. Ce qui fut rebut est devenu réconfort, potée de courges et d'herbes sauvages. Quand les potagers faiblissaient et que les champs se vidaient, la survie dépendait de ce que la terre offrait. Ainsi naquit la potée de courges aux herbes sauvages. Des morceaux sucrés de courge donnaient du corps, tandis que les feuilles amères cueillies dans les prés remplissaient la marmite. Parfois, seulement eau et sel. D'autres fois, avec un bout de graisse ou un oignon, si la chance souriait. Rien ne se perdait. Ce n'était pas un plat de fête. C'était de la résistance. Une alchimie de survie. Transformer le simple, le dur et le dédaigné en quelque chose de chaud à partager. Ce type de cuisine enseignait l'ingéniosité, la patience et l'endurance. Et il résonne encore aujourd'hui dans les soupes de courge, les ragoûts d'automne et l'art de cuire lentement les légumes, jusqu'à ce qu'ils deviennent un réconfort. Si ce voyage dans le passé te plaît, laisse un like à la vidéo et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines histoires. Graines de courge grillées. Après avoir utilisé la pulpe de courge dans la potée, rien n'était jeté. Pas même les graines. On les lavait, on les séchait, puis on les grillait sur des braises avec un peu de sel, quand il y en avait. Résultat, un encas croustillant, rare et précieux. Ce n'était pas qu'une question de goût. Les graines apportaient protéines et graisses, nutriments rares dans un régime fondé presque toujours sur céréales et feuilles. Pour les enfants, une poignée pouvait faire la différence entre s'endormir affamé ou avec un semblant d'apaisement. Cet aliment est né du déchet, ce que les cuisines des maîtres jetaient. Les esclaves le transformaient en énergie, voire en petits plaisirs. Aujourd'hui, ces graines se vendent comme super aliments dans les magasins bio, s'ajoutent aux salades et se déclinent dans snacks gourmets. Ce qui fut ressource désespérée est devenu commerce. Navette rôtie. Quand le pain était un luxe et la viande un rêve, la racine de navet prit le relais. On l'arrachait, on la nettoyait et on la rôtissait directement dans les braises. Ce qui était dur et amer devenait tendre, terreux, avec une pointe de douceur. Les navets rôtis servaient à caler, l'aliment qui apaisait la faim quand la farine de maïs manquait. Parfois mangé tel quel, parfois écrasé ou poêlé dans la graisse, s'il y en avait. C'était la pomme de terre du pauvre, le pain de ceux qui survivent. Mais il y avait plus. Le feu leur donnait un arôme qui les faisait presque passer pour un mets. L'odeur de fumée, la peau noircie, le cœur brûlant. Pas seulement de la nourriture, mais de la chaleur dans les mains, une nuit de froid. Cette habitude ne s'est pas perdue. Rôtir les racines est resté une tradition des cuisines du Sud, des dîners communautaires et même des tables de fête. Ce qui commença par nécessité est devenu coutume enracinée. Pain de cendre. Quand il n'y avait ni four ni levure et qu'il restait à peine de la farine de maïs, la réponse était le pain de cendre. Une pâte avec le minimum, farine de maïs et eau. On l'enveloppait dans des feuilles de maïs ou de chou, puis on l'enterrait directement sous les braises. Il cuisait lentement, durcissant à l'extérieur et restant moelleux au cœur. Le résultat n'était pas un pain léger et aéré. Plutôt dense, lourd, presque un galet de maïs. Mais il calait l'estomac et surtout se mangeait à la main, sans assiette ni couvert.
Ce pain improvisé n'était pas seulement de l'ingéniosité, c'était un symbole de dignité. Même dans les pires conditions, on trouvait le moyen de cuire du pain. Aujourd'hui, cette technique ancestrale survit encore dans les pains rustiques au feu de bois, les barbecues communautaires et les recettes de campagne qui refusent de disparaître. Souper de pois secs. Les pois secs, bon marché et faciles à stocker, faisaient partie des rations les plus courantes. On les faisait bouillir des heures jusqu'à se défaire en une soupe épaisse, parfois sans autre assaisonnement qu'un peu de sel. Les bons jours, on ajoutait un morceau de viande salée ou des légumes de reste. Plat répétitif, mais essentiel. Il apportait protéines et chaleur en hiver. Beaucoup ont survécu grâce à ces marmites sans fin de pois, qui restaient sur le feu jour après jour, allongées d'eau et de tout ce qu'on trouvait. Le plus dur, c'est qu'on le servait rarement à l'assiette. La marmite était posée au sol, et chacun mangeait directement dedans, partageant les cuillers ou même avec les mains. Ce n'était pas un repas digne, c'était de la subsistance pure. Aujourd'hui, cette tradition résonne dans les soupes sudistes de pois cassés, les ragoûts épais de légumineuses et ces recettes de comfort food nées de la faim, foie frit. Lorsque l'accès à la viande se présentait, c'était souvent ce que les maîtres refusaient. Parmi ces morceaux oubliés, le foie. Pour beaucoup de Blancs, trop fort, trop bon marché ou simplement indésirable. Pour les esclaves, un trésor. Riche en fer, en nutriments et en énergie, le foie devint l'un des rares luxes possibles. On le tranchait fin et on le faisait frire dans la graisse, quand il y en avait. Son goût métallique ne plaisait pas à tous, mais il rassasiait et, surtout, nourrissait. Souvent accompagné d'oignons, quand on pouvait s'en procurer, pour adoucir la saveur. Ce qui avait commencé comme rebut s'est transformé en tradition. Des générations ont grandi avec le foie comme symbole d'ingéniosité et de résistance. Aujourd'hui, l'héritage perdure dans la cuisine familiale du Sud, où le foie frit aux oignons reste un plat humble, puissant, profondément enraciné dans l'histoire. Os de jambon bouilli. Lorsqu'il ne restait plus de viande sur un os, il restait encore du goût. On récupérait les os rejetés par les maîtres et on les faisait bouillir encore et encore pour en tirer chaque goutte de graisse, chaque parcelle de moelle, chaque trace de fumée. Il servait à donner de la force aux marmites de haricots, aux verdures amères ou aux bouillies. Parfois, il n'y avait rien d'autre que de l'eau et des os. Et malgré tout, ce bouillon sombre suffisait à tromper la faim et donner de l'énergie. C'était l'art d'exprimer jusqu'au dernier rien, de transformer le reste du reste en subsistance. Aujourd'hui, ce geste survit dans la cuisine sudiste. Collard greens cuites avec un os de jambon, soupes aux arêtes ou bouillon épais, où l'os est le véritable protagoniste. Ce qui est né de la nécessité est devenu saveur. Beignets, galettes, de maïs frites. Quand il restait de la bouillie de maïs, on ne jetait jamais. Le lendemain, on façonnait des petites galettes qu'on faisait frire dans une graisse bien chaude. Les galettes de maïs frites, croustillantes dehors, moelleuses dedans, c'était un de rares instants où la cuisine de survie frôlait le plaisir. Beignets, galettes, de maïs frites. Quand il restait de la bouillie de maïs, on ne jetait jamais. Le lendemain, on façonnait des petites galettes qu'on faisait frire dans une graisse bien chaude. Les galettes de maïs frites, croustillantes dehors, moelleuses dedans, c'était un de rares instants où la cuisine de survie frôlait le plaisir. Faciles à emporter, se mangeant avec les doigts, elles rassasiaient plus que la bouillie seule. Pour les enfants, une bouchée spéciale. Pour les adultes, une énergie de poche en guille de rivière. Quand la ration de la plantation ne suffisait pas, on se tournait vers la nature.
et les rivières du Sud offraient une ressource inattendue, l'anguille. On la piégeait avec des nasses de fortune, souvent de nuit, en silence, en cachette. Une fois pêchées, on les nettoyait, on les coupait en tronçons et on les cuisait au feu, généralement grillées ou bouillies en soupe. Une chair grasse, nourrissante, pleine d'énergie, bien plus que le poisson courant. En temps de disette, une seule anguille pouvait nourrir une famille entière. Ce n'était pas un aliment élégant, mais abondant, gratuit et accessible à qui savait l'attraper. Et ce savoir, venu d'Afrique, où l'on pêchait aussi l'anguille, a été clé pour la survie. Aujourd'hui, l'anguille se consomme peu aux États-Unis, mais en Asie et en Europe, elle demeure un mets prisé. Ce qui fut résistance pour les esclaves est luxe dans d'autres cultures, ou de poulet bouilli. Quand des familles réduites en esclavage avaient accès au poulet, on leur laissait rarement la viande. Le plus fréquent, des carcasses nues, des coups et des ailes écartées. Ces os étaient bouillis encore et encore pour en extraire la saveur. Le bouillon ainsi obtenu servait de base à des soupes, à des bouillies ou à des légumes. Parfois, on dénichait un petit lambeau de viande coincé entre les os, une récompense inattendue. Ce plat révélait l'ingéniosité de ceux qui ont appris à faire nourriture avec le minimum. Des os vides devenaient aliments, chaleur, résistance. Aujourd'hui, cette habitude perdure dans la tradition des bouillons concentrés de poulet. Ce qui fut une nécessité extrême est devenu la base de la cuisine familiale partout dans le monde. Huîtres ramassées. Sur les côtes du Sud, les esclaves avaient accès à une ressource naturelle abondante, les huîtres. Nul besoin de filets ni de bateaux. Juste des mains et de la patience pour les cueillir au bord de l'eau. On les ouvrait à l'aide de couteaux de fortune pour les manger crus, ou on les cuisait sur de simples feux de camp. Salées, nourrissantes, entièrement gratuites. En temps de pénurie, elles pouvaient faire la différence entre faim et satiété. Avec le temps, l'huître est passée de nourriture de pauvres à un luxe des tables riches. Ce qui fut survie dans les plantations est plat d'élite dans les restaurants d'aujourd'hui. Tête de poisson bouillie. Quand les maîtres gardaient filets et pavés, ce qui restait aux esclaves, c'étaient les têtes. On les faisait bouillir entières avec de l'eau, des herbes ou des légumes, quand il y en avait. Le bouillon ainsi obtenu était riche en goût et en nutriments, grâce aux yeux, aux joues et à la moelle. Un plat humble, mais étonnamment nourrissant. De quoi tenir de longues journées de travail avec presque rien d'autre dans l'estomac. Aujourd'hui, ce qui fut rejet est considéré comme un mets dans de nombreuses cultures. Les soupes de tête de poisson sont une tradition en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Rappelle que ce que certains appellent déchets, d'autres le reconnaissent comme trésor. Salade d'herbes sauvages. Tous les plats n'étaient pas chauds. Parfois, la seule option était de cueillir des herbes et de les manger crues en salades improvisées. Pissenlit, pourpier, cresson, trèfle. Toute plante comestible à portée se mêlait dans un bol, avec un peu de vinaigre ou de sel. Quand on en trouvait, cela devenait un plat acide, amer mais rafraîchissant. Léger, certes, mais riche en vitamines et minéraux absents des rations de maïs et de sel. C'était un acte de pure survie. Faire confiance au savoir ancestral des plantes pour remplir l'estomac quand il ne restait plus rien. Aujourd'hui, ces mêmes herbes se vendent sur les marchés bio comme ingrédients gourmets. Ce qui fut nourriture de désespoir apparaît à présent dans les salades de restaurants de luxe. Soupe de tripes, mondongo. Les abats faisaient partie des rebuts laissés aux esclaves. L'estomac de bœuf,
connu comme mondongo ou tripes, était bouilli des heures jusqu'à s'attendrir et devenir un ragoût épais. L'odeur était forte, la texture déroutante, mais au bout du compte, de la nourriture. On l'assemblait avec des herbes, de l'oignon ou des épices quand il y en avait. Puis, on partageait entre plusieurs. Un plat qui démontrait la résistance. Transformer la partie la plus méprisée de l'animal en repas commun. Et même si, dans les plantations, il symbolisait la pauvreté, il a fini par entrer dans la tradition culinaire de nombreux pays. Aujourd'hui, le mondongo se sert avec fierté sur les tables des Caraïbes et de l'Amérique latine. Pain de maïs. Le pain de maïs, ou cornbread, est sans doute l'héritage le plus connu de cette cuisine de survie. Né du mélange farine de maïs, eau, sel et parfois un peu de graisse, c'était un pain simple mais polyvalent. On pouvait le cuire au four, le frire ou le faire à la poêle. Peu coûteux, rassasiant et compagnon de n'importe quel ragoût. Surtout, c'était un aliment à partager. On rompait le pain de maïs et on le passait de main en main. Il devenait symbole de communauté au cœur de la misère. Aujourd'hui, ce pain est une icône de la cuisine sudiste, servi au barbecue, aux repas de famille et aux célébrations. Ce qui a commencé comme résistance est désormais tradition et fierté. Bouilli de riz. Quand il y avait du riz, on le faisait cuire avec beaucoup d'eau jusqu'à obtenir une bouillie tendre et légère. La bouillie de riz était un plat simple mais vital. Facile à digérer, elle rassasiait vite et permettait de nourrir plusieurs avec peu. Parfois sucrée à la mélasse, d'autres fois salée, en accompagnement de verdure ou de restes de viande. En temps de maladie, c'était aussi un remède. Un aliment doux pour les plus faibles et les enfants. Aujourd'hui, cette tradition se reflète dans le riz au lait, les soupes de riz, et l'habitude de cuire le riz jusqu'à obtenir des bouillons réconfortants. Sirops d'herbe. Au-delà de la nourriture, la survie passait aussi par la médecine. Les esclaves préparaient des sirops avec des herbes sauvages, du miel ou de la mélasse, pour calmer la toux, la fièvre ou les maux d'estomac. Ce n'étaient pas des luxes, mais des remèdes faits avec ce qui existait. Pissenlit, sassafras, écorce de pin. On faisait bouillir et l'on transformait en tonique d'endurance. Ces sirops ne soignaient pas seulement. Ils représentaient un savoir ancestral africain préservé en secret, transmis de génération en génération. Ce savoir, méprisé par les maîtres, a fini par fonder nombre de remèdes maison du sud rural. Il y eut des cuisines cachées, une nourriture de résistance et des saveurs forgées dans l'adversité. Si ce voyage dans le passé t'a touché, laisse un like, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater les prochaines histoires. Dis-nous en commentaire lequel de ces plats t'a le plus marqué et partage cette vidéo pour que davantage de personnes redécouvrent ces recettes oubliées. À très bientôt pour un nouveau voyage dans le passé, où chaque plat est une histoire et chaque saveur un héritage.